Bonsoir, donc je suis Orwin Avalon, sono Orwin Avalon, benvenuti su questo canale, sì. Bienvenue, donc on va traiter ce soir, je réponds à une question qui concerne la guérison dans tous ses aspects, la guérison globale ou la guérison intégrale, traterò stasera di un argomento, la guérison intégrale. Bon, si vous voulez, déjà, avant de parler de guérison, il faudrait peut-être parler de maladie. Prima di parlare di guarigione, possiamo parlare di malattia. Alors, la maladie, qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? La malattia, che cos'è? Di dove viene? Che cosa significa? Bon, la maladie, on peut la définir, pour moi, comme une stratégie que notre inconscient met en place pour nous envoyer des messages. Per me la malattia è una strategia che il nostro inconscio ci mette a posto per mandarci dei messaggi. Donc si vous voulez, l'inconscient est d'une puissance extraordinaire, l'inconscio è di una potenza straordinaria. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, pour moi, c'est notre plus grand ami. Contrairement a ciò che molti pensano, per me, il nostro più grande amico. Pourquoi est-ce que c'est notre plus grand ami? Parce qu'il fait partie de nous. Perché il nostro più grande amico? Perché fa parte di noi. Et il est inconcevable que quelque chose qui fasse partie de nous aille contre notre intérêt. E non è concepibile che una cosa che fa parte di noi vada contro il nostro interesse. Totalement inconcevable, totalement inconcepibile. Alors, définissons maintenant l'inconscient. L'inconscient est, on va dire, notre inconscient contient toutes les parties de notre conscience auxquelles nous n'avons pas encore accès. Il nostro inconscio riguarda tutte le parti della nostra coscienza a quale non abbiamo ancora accesso. Et vous comprenez à partir de là que notre inconscient est absolument gigantesque. E capite in questo modo quanto il nostro inconscio è gigantissimo. Et notre conscient, c'est une puce, alors que notre inconscient est un éléphant. Hein? Il nostro conscio è un insetto piccolo, mentre il nostro inconscio è un elefante. Et alors, vous savez que notre inconscient, c'est la base de la psychologie et c'est tout le temps de nous envoyer des messages. Sappiamo che il nostro inconscio sempre prova di mandarci dei messaggi. Donc, il nous envoie des messages à travers les rêves, ci manda dei messaggi tramite i sogni. Le problème, c'est que la plupart des gens ne se souviennent pas de leurs rêves. Il problème è che la maggior parte della gente non si ricorda dei sogni. Et si vous voulez, c'est extrêmement important de décoder l'information que nous avons pendant les rêves. È molto importante di decodificare l'informazione che abbiamo durante i sogni, parce que c'est la nuit que notre inconscient è le plus actif, perché è di notte che il nostro inconscio è il più attivo, et c'est donc la nuit qu'il est le plus à même de nous faire passer des messages, parce que le contrôle de notre mental et de notre conscient est au plus bas. Hein? E di notte che ci manda più facilmente i messaggi, perché il controllo della nostra mente, perciò della nostra coscienza, è al più basso. Donc voilà, première stratégie de l'inconscient, les rêves, ça c'est tous les jours. Hein? Prima strategia dell'inconscio, i sogni, queste ogni giorno, ogni notte, l'inconscio ci manda dell'information. Toutes les nuits, l'inconscient nous envoie de l'information. Qu'est-ce qu'on en fait de cette information? Pas grand-chose. Che cosa ne facciamo di questa informazione? Pochissimo. Parce que même si on se souvient des rêves, la plupart des gens ne savent pas les interpréter, perché anche se
la gente si ricorda dei sogni non les sa interpretare. Je dois dire qu'au mois d'octobre, je vais donner un stage de rêve éveillé en France et un autre en Italie. Nel mese di ottobre darò un seminario di sogno da sveglio in Francia e un altro in Italia. Et il s'agit vraiment des stratégies pour conscientiser les rêves et puis les décoder. E si tratta veramente di strategia per ricordarci dei sogni et décodificarli. Voilà, donc ensuite, l'inconscient, il va brouiller nos intentions. Hein? L'inconscio va imbrogliare i nostri inconsci. Il va, par exemple, nous faire provoquer des actes manqués. Ci va provocare degli atti mancati. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il nous fait faire le contraire de ce qu'on voudrait faire? Perché ci fa fare il contrario di ciò che vorremmo fare? Il y a beaucoup de gens qui disent je développe une stratégie, je n'y arrive jamais. Molta gente dice sviluppo una strategia e non funziona mai, ma c'est qu'il y a des résistances à l'intérieur des personnes, perché ci sono resistenze all'interno di queste persone. Alors ces résistances, elles viennent souvent aussi des programmi che nous avons reçus pendant l'enfance. Queste resistenze vengono spesso dai programmi che abbiamo ricevuto durante l'infanzia. Tous les programmes, on va dire, de manque de confiance en soi, de dévalorisation, d'échec, tutti i programmi di manca di fiducia in se stesso, di svalorizzazione, di impossibilità d'y réussir. Voilà, tout ça, ce sont des programmes extrêmement puissants. Alors, si vous voulez, il y a deux types de fonctionnement de l'inconscient. Ça, c'est extrêmement intéressant. L'inconscient va nous aider à nous libérer des programmes obsolètes de notre passé. L'inconscio va aiutarci a liberarci dei programmi obsoleti del nostro passato. Donc, par exemple, si nous avons un problème d'abandon, il va multiplier les situations d'abandon pour que finalement nous arrivions à nous en libérer. Per esempio, se abbiamo una problematica di abbandono, va moltiplicare le situazioni di abbandono per aiutarci finalement à liberarci. Donc, si vous voulez, l'inconscient, une des stratégies de l'inconscient, c'est de nous aider à nous libérer des programmes du passé, des programmes de souffrance, des programmes on va dire, de blocage de l'énergie du passé. Perciò ci va aiutare l'inconscio a liberarci dei programmi di blocchi, di sofferenze e di blocchi del nostro passato. Donc ça, c'est la stratégie en lien avec le passé. Mais l'inconscient a aussi une stratégie en lien avec le futur. Ma l'inconscio ha anche una strategia riguardando il futuro. Et la stratégie de l'inconscient concernant le futur, c'est toujours en lien avec l'exigence d'évolution. E la strategia dell'inconscio riguardando il futuro è sempre legata alla necessità di evoluzione. Parce que, si vous voulez, l'inconscient, pour moi, c'est la représentation, c'est la partie de nous qui est en contact avec le tout. Per me l'inconscio è la parte di noi che è collegata con il tutto e le but du tout, c'est l'amour, c'est la fraternité, c'est l'entraide, c'est la beauté. Per me lo scopo del tutto è l'amore, la fratellanza, la bellezza. Le tout aspire à la perfection. Il tutto aspire à la perfection. Et donc, notre inconscient, qui est la partie de nous reliée au tout, aspire à toutes ces qualités, on va dire, de l'esprit. Il nostro inconscio che
e la nostra parte collegata al tutto aspira a tutte queste qualità del tutto. Et donc, si nous nous éloignons trop, on va dire, de ces qualités du tout, dont la liberté è quelque chose d'extrêmement important, se ci allontaniamo troppo di queste qualità del tutto, e la libertà è una delle qualità fondamentali. Je pense que la liberté, c'est la qualité qui est au sommet de toutes les autres. Penso che la libertà è la qualità che è nella cima di tutte le altre. Et la liberté, si vous voulez, c'est l'union entre la vie, entre l'amour et la lumière. La libertà è la qualità che unisce la vita, l'amore et la saggezza. La lumière ou la sagesse. Voilà. Et donc, c'est le noyau de l'esprit. La libertà è il nucleo dello spirito. Donc, si vous voulez, si on renonce trop à notre liberté, eh bien, c'est inacceptable pour l'esprit. Se rinunciamo troppo alla nostra libertà, è inaccettabile per il nostro spirito. Et donc, il va multiplier les messages. Et ci va mandare un mare di messaggi. Donc, encore une fois, les rêves, les actes manqués, et dans les actes manqués, il y a les accidents. Negli atti mancati ci sono gli accidenti, parce que vous pensez bien que quelqu'un qui rentre dans un arbre en voiture, il n'a pas voulu le faire. Qualcuno che si prende un albero in macchina, chiaramente non l'ha voluto. Tout ça, ça fait partie, on va dire, des dérapages provoqués par l'inconscient. Tutto questo fa parte dei cambi di cammino provocati dall'inconscio. Quand l'inconscient multiplie les stratégies e n'est pas entendu, quando l'inconscio moltiplica le strategie e non viene sentito, eh bien, il n'a plus qu'une solution, c'est la maladie. Non ha più che una soluzione, e questa soluzione è la malattia. Parce que la maladie, en général, est un grand processus d'évolution. La maladie è un grande processo di evoluzione. Elle oblige l'individu à concentrer les forces, ses forces sur l'intérieur de lui-même, obbliga l'individu a concentrare le sue forze su se stesso, mais pas dans une structure égoïste, dans une structure de survie. E l'individuo deve concentrare le sue forze su se stesso, ma non in un meccanismo egoistico, ma in un meccanismo di sopravvivere. Parce que la vie est absolument au-dessus de tout, en même temps que la liberté. La vita è al di là di tutto, un po' come la libertà. La vie, c'est l'exigence du corps physique. C'est le moteur du corps physique. La liberté, c'est le moteur de l'esprit, et l'amour, c'est le moteur de l'âme. La libertà è il motore dello spirito, l'amore è il motore dell'anima, e la vita è il motore del corpo fisico. Donc, on a différents moteurs. Et ces moteurs, il faut vraiment les respecter. Questi motori li dobbiamo assolutamente rispettare. Et si vous voulez, notre inconscient, c'est le gendarme à l'intérieur de nous qui va nous obliger à respecter ces moteurs. L'inconscio è il poliziotto all'interno di noi, o il doganiere plutôt, che ci va obbligare a rispettare questi motori. Voilà, donc si vous voulez, on débouche donc sur cette troisième étape, cette troisième stratégie de l'inconscient, che è la maladie. Arriviamo qua, su questa terza fase, questa terza strategia dell'inconscio, che è la malattia. Donc, si vous voulez, la maladie, c'est une dissonance qui peut toucher l'esprit, qui peut toucher l'âme, et
qui finit par avoir des répercussions dans le corps. La malattia riguarda o una problematica nello spirito o una problematica nell'anima e che portano le conseguenze nel corpo fisico. Pour moi, l'âme ou psyché est composée de nos sentiments et de nos pensées. Per me l'anima o psiche è composto dei sentimenti e dei pensieri. Le sentimental et le mental sont les deux parties de notre psyché. Il sentimental et il mental sono le due parti della nostra psiche. Et donc, si vous voulez, vous comprenez que la psyché, l'émotionnel, le sentimental et le mental sont au cœur du grand combat de l'homme. La psiche, il sentimental e il mentale sono il cuore della grande sfida dell'uomo. L'homme a pour, on va dire, défi de faire communiquer l'esprit et le corps. L'uomo ha per questa grande sfida di fare comunicare lo spirito con il corpo. L'âme est au milieu. Et c'est pour ça que notre émotionnel et notre mental sont la clé de la santé. E perciò che il nostro emozionale e il nostro mentale sono le chiavi della nostra salute. Et donc, dans les processus de guérison, eh bien, on peut partir de la cause et aller vers les conséquences, ou partir des conséquences e aller vers la cause. Perciò nel lavoro di guarigione possiamo andare dalle cause verso le conseguenze o delle conseguenze verso le cause. Les causes se trouvent toujours dans l'inconscient. Les causes sono sempre nell'inconscio. Les conséquences, c'est toujours dans le corps physique. Les conséquences sono nel corpo fisico. Donc, si vous voulez, il y a deux façons de soigner les gens. Celle qui consiste à partir du corps pour aller vers l'esprit. Ci sono due modi di curare, quelli che partono del corpo per andare verso lo spirito e celles qui partent de l'esprit pour aller vers le corps, et quelli che partono dello spirito per andare verso il corpo. Alors bien sûr, on va dire que la thérapie des causes concerne la psychologie. La thérapia delle cause riguarda la psicologia. Il s'agit, et le premier des travaux à effectuer en psychologie, c'est d'assainir le terrain psychologique de l'enfance. Et il primo lavoro di terapia psicologica riguarda di assanare il terreno psychologico dell'infanzia. Voilà, donc il y a un travail magnifique et extraordinaire qui peut se faire à ce niveau. Ça concerne vraiment la déprogrammation des mémoires de souffrance emmagasinées depuis l'enfance. Riguarda veramente la déprogrammation delle memorie di sofferenze registrate dalla piccola infanzia e même pendant la gestation. Et anche durante la gestazione. Et même la conception peut être une source de problématique. Et anche il concepimento può essere una sorgente di problematica. Et ça, c'est absolument passionnant. C'est un travail de détective, questo è assolutamente appassionante, un lavoro di detectivo et un travail de détective qui débouche vraiment, si vous voulez, on peut comparer, et un lavoro di detective che si può comparare così, on peut comparer, si vous voulez, notre conscience à un grand fleuve. Possiamo comparare la nostra coscienza a un fiume grandissimo. Vous avez donc une source originelle, avete prima di tutto una sorgente originaria, et cette source originelle, elle est pure lumière, c'est la flamme de vie éternelle. Questa fonte originale è pura luce, la fiamma di vita eterna, dont nous naissons tous, di quale nasciamo tutti. Et si vous voulez, c'est un grand fleuve de lumière qui descend, et un grande fiume di luce che scende.
Et notre inconscient aspire à la fusion totale avec cette lumière. Il nostro inconscio aspire à la fusione totale con questa luce. Et plus nous nous éloignons de la lumière, plus il essaie de nous y ramener. Più ci allontaniamo di questa luce e più cerca di riportarci. Et donc cette source se développe, et puis aboutit à la formation de la psyché, questa sorgente si sviluppa, conduce à la formation de la psyché, qui est un fleuve déjà plus important, et ensuite, eh bien, le fleuve continue, et à l'embouchure du fleuve se forme le corps physique. Il fiume continua, e alla fine del fiume si forma il corpo fisico. Si vous voulez, le corps physique est une conséquence. Il corpo fisico è una conseguenza. Et donc, si vous voulez, toujours, le moyen de soigner et de guérir le corps physique se fait par la lumière. Sempre il modo di curare il corpo fisico si fa attraverso della luce. Ça se fait à travers la source originaire de vie, si fa attraverso la sorgente originaire di vita. Et en quoi consiste le fait de soigner? C'est amener plus de vie à la personne. In che cosa consiste il fatto di curare? Riguarda dare più vita alla persona. La maladie, c'est, on va dire, est liée a dei programmi de mort. La malattia è collegata a dei problemi di morte. Plus on nourrit la mort à l'intérieur de nous, plus on est malade. Più uno alimenta la morte all'interno di se stesso, più si ammala. Et si vous voulez, la tristesse, la vision négative de la vie, le pessimisme sont des formes, des énergies d'une pesanteur extrême que les gens ne soupçonnent pas. Il pessimismo, la tristezza sono dell'energia di una pesantezza terribile che la gente non concepisce neanche, et c'est ça amène une diminution de la lumière dans le corps, porta a un sminuimento della luce nel corpo, donc à un abaissement vibratoire du corps, perciò un abbassamento vibratoire del corpo, et donc à la maladie, et donc à la malattia. Donc, la thérapie par le haut consiste à se libérer justement de cette tristesse, de cette dépression, de toutes les perceptions pesantes de l'existence. La thérapia a un livello alto consiste a anche aiutare le persone a liberarsi diciamo di tutta la percezione di pesantezza dell'esistenza. Si vous voulez, le premier niveau de thérapie serait tout le temps d'être dans la joie, tout le temps d'être dans l'amour, tout le temps d'être dans le remerciement. Il primo livello di terapia consisterebbe sempre a essere nell'amore, sempre a essere nel ringraziamento, sempre ad essere nella gioia, toujours à être dans l'émerveillement, sempre ad essere nel meravigliamento. Il s'agit de se forcer à sourire, si tratta di forzarsi a sorridere. Vous dites, mais ça sert à quoi de se forcer? À che cosa serve di forzarsi? Vous obligez le corps à changer son mouvement, son empreinte. Obbligate il corpo a modificare la sua impronta. La plus grande force de vie, c'est la joie. La plus grande forza di vita è la gioia. Si vous êtes tout le temps dans la joie, vous ne pouvez pas tomber malade. Se siete sempre nella gioia, non potete ammalarvi. Et si vous êtes malade, la joie est une thérapie, est un des chemins de la thérapie. Et se siete ammalati, la gioia è un terreno
di thérapie. Le remerciement, c'est un terrain de thérapie. Il y a une vidéo sur le remerciement qui est magnifique. Il ringraziamento è anche una terapia. C'è un video sul ringraziamento che è molto bello, molto importante. Remercier même pour tout ce qui est, comment dire, tout ce qui ne va pas dans votre vie. Ringraziate per tutto ciò che non va bene nella vostra vita. Parce que ce remerciement, ça va réparer tout ce qui est aigre, assis dans vous. Perché questo ringraziamento va a riparare tutto ciò che è âpre, acido in voi. Voilà. Donc après, donc vous comprenez que la santé, c'est un immeuble à plusieurs étages. La salute è un edificio con molti piani. Et alors, la santé intégrale correspondrait à soigner l'intégralité des étages de cet édifice en même temps. La salute integrale corrisponderebbe a curare l'integralità dei piani di questo edificio nello stesso tempo. Mais c'est impossible, è impossibile. Et d'abord parce qu'il n'y a aucun guérisseur qui peut faire ça, prima perché non c'è nessuno guaritore che può fare questo, deuxièmement parce que seule la personne elle-même peut en réalité faire ce travail de guérison. Secondo perché solo la persona stessa in realtà può fare questo lavoro di guarigione. Mais un des éléments fondamentaux est de nous demander ce qui nous rendrait heureux, où est-ce que nous serions heureux, qu'est-ce que nous pourrions faire qui nous rende heureux. Ma una domanda fondamentale è di chiedersi che cosa mi renderebbe felice, dove sarei più felice, come posso essere più felice. Parce que le premier niveau de guérison, c'est la joie, c'est l'émerveillement, c'est l'enthousiasme. Et donc avoir quelque chose qui nous passionne dans la vie, c'est fondamental, c'est une locomotive, avere qualcosa che ci appassiona nella vita è una locomotiva. Voilà, donc, donc si vous voulez, il n'y a pas de technique de guérison absolue sans un travail de la personne sur elle-même. Non c'è nessuna guarigione assoluta senza un lavoro importante della persona su se stessa. Mais tout, en réalité, part de l'amour, part de la lumière et se poursuit par l'amour, ma tutto parte della luce e continua con l'amore, parce que l'amour est le grand fixateur de la lumière dans le corps, perché l'amore è il grande fixatore della luce nel corpo. Donc il faut aimer son corps, il faut aimer sa vie, il faut remercier tout le temps. Bisogna amare il suo corpo, bisogna amare la sua vita, bisogna ringraziare sempre. Parce que même si nous ne sommes pas contents de notre sort, perché anche se non siamo contenti di ciò che viviamo, c'est notre propre inconscient qui l'a mis en place, il notre proprio inconscio che l'ha messo a posto. Et donc, on ne peut que remercier notre inconscient, parce qu'il a une sagesse qui souvent nous échappe. Possiamo solo ringraziare il nostro inconscio perché ha una saggezza che molto spesso ci scappa. Il est beaucoup plus sage, beaucoup plus ouvert, comme je l'ai dit au début, il est immense, è molto più saggio di noi, molto più aperto e gigantissimo. Notre inconscient, c'est la conscience de l'univers à l'intérieur de nous. Il nostro inconscio è la coscienza o la consapevolezza dell'universo all'interno di noi. Et l'univers sait très très bien ce qu'il fait. Et l'univers sa molto bene ciò che fa. Voilà, donc on peut essayer de combattre la maladie, possiamo cercare di superare la malattia, mais tout le temps en étant en harmonie
avec l'immensité de notre inconscient e sa sagesse, ma sempre siendo in armonia con l'immensità, con la saggezza del nostro inconscio e l'immensità di questa saggezza. Voilà, donc, et si vous voulez, vous comprenez bien qu'il n'y a pas un guérisseur qui ne souhaiterait pas que ses patients soient intégralement e instantaneamente guéris. Non esiste un guaritore che non vorrebbe che il suo paziente sia completamente, istantanément guarito. Mais ça ne dépend pas du guérisseur, ma non dipende del guaritore, ça dépend du patient lui-même, dipende del paziente se stesso. Chacun d'entre nous ha una libertà intérieure profonde. Ognuno di noi ha una libertà intérieure. Et aucun guérisseur ne peut aller contre la liberté intérieure de son patient. E nessun guaritore può andare contro la libertà intérieure del suo paziente. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui ne sont pas prêts à être guéris, même s'ils le veulent. Ci sono dei pazienti che non sono pronti per essere guariti, anche se lo vogliono, et parce que leur inconscient, parce qu'ils n'ont pas encore eu accès à certaines parties de leur inconscient, perché non hanno ancora avuto accesso a alcune parti del loro inconscio. Mais en même temps, il faut toujours croire à ce qu'on appelle un miracle, ma nello stesso tempo bisogna sempre credere a ciò che possiamo chiamare il miracolo, parce que le miracle, c'est la guérison instantanée. Il miracolo è la guarigione istantanea. Et à partir du moment où on touche, on appuie sur un petit bouton dans notre inconscient, nel momento in quale finalmente uno può toccare un piccolo bottone nel suo inconscio, magiquement, tout bascule dans la santé, tout rebascule dans la santé, magicamente tutto ricade nella salute. Voilà. Donc il faut être extrêmement humble quand on soigne les autres, bisogna essere estremamente umili quando uno accura gli altri, il faut être extrêmement humble quand on est malade e bisogna essere estremamente umile quando uno è ammalato, parce que l'humilité, c'est aussi une des qualités qu'aime beaucoup notre inconscient, perché l'umiltà è anche una qualità che il nostro inconscio ama moltissimo. Et l'humilité, c'est la partie de nous qui accepte de redevenir un petit enfant. L'umiltà è la parte di noi che accetta di ridiventare un piccolo bambino. Et les petits enfants ne sont jamais ou très rarement gravement malades. I piccoli bambini sono raramente, gravamente ammalati. Et donc, ce processus d'umilité qui nous fait redevenir enfants est aussi un processus magnifique de guérison. Questo processo, questa attitudine di umiltà che ci fa ritornare alla piccola infanzia è anche un magnifico processo di guarigione. Voilà ce que je pouvais dire sur ce thème de la guérison intégrale. Ecco ciò che potevo suggerire su questa tematica della guarigione integrale. Che cosa è la guarigione integrale? Qu'est-ce que la guérison intégrale? Et vous voyez que c'est un vaste sujet e vedete che è un argomento vaste, importante, gigante. Wow! Voilà. Bonsoir à tous et merci de votre attention. Grazie a tutti e grazie per la vostra attenzione. Et je voulais rajouter un truc aussi, si vous voulez, la liberté, la liberté, la liberté. Volevo aggiungere una cosa, la libertà, la libertà, la libertà. Capite che c'è gente che ha il corpo di una rigidità allucinante, è bloccata, non si muove. E perciò capite che è normale di ammalarsi,
Comprenez qu'il est normal de tomber malade quand le corps est comme ça, rigide, bloqué. Blablabla. Bon. Et puis il y a des gens qui ont la tête, c'est du béton. C'è gente che ha la testa et del cemento. C'est vraiment, vous savez, comme un barrage là, tout en béton qui arrête l'eau, comme una diga tutto in cemento che blocca l'acqua. Et puis il y a des gens qui ont le cœur dans une le cœur est complètement enfermé dans un sarcophage ou dans une boîte de protection. C'è gente che ha il cuore inchiuso in un sarcofago, in una scatola di protezione. Ça ne veut pas du tout dire que les gens n'ont pas de cœur, non significa per niente che la gente non ha cuore. Ça veut dire qu'ils ont mis leur cœur dans une structure de protection, mais en fait, c'est une prison, ce truc. Hanno cercato di proteggersi mettendo il loro cuore in una scatola, ma in realtà si sono imprigionati. Donc, il faut sortir de la prison, jeter cette boîte dans laquelle se trouve le cœur. Bisogna uscire dalla prigione, buttare la scatola in quale c'è il corpo. Il s'agit de, avec un marteau-piqueur, de faire sauter le béton que les gens ont dans la tête. Ils passent le temps à juger les autres, mais ça suffit. Bisogna con una macchina super potente rompere il cimento che la gente ha sulla testa. Passano il tempo a giudicare gli altri. Mais qui sommes-nous pour juger les autres, bon sang? Chi siamo per giudicare gli altri? Pour qui est-ce que les gens se prennent pour passer le temps à juger les autres? Per chi la gente si prende per passare il tempo a giudicare gli altri? C'est pas de l'humilité, ça. Non è umilità per niente. Vous comprenez? Et alors, quand vous n'avez plus la tête dans du béton et le cœur dans on va dire, dans une boîte dans une cage, quando non avete più la testa in cimento, il cuore in una scatola, ben le corps il va mieux, il corpo va meglio, il peut commencer à bouger plus librement, pour cominciare a muoversi più liberamente. Donc, vous voyez, la guérison, c'est un tout, mais il y a vraiment un énorme boulot sur soi. Ma c'è comunque un lavoro che sembra immenso su di sé. Ça semble énorme, mais c'est tellement simple de laisser tomber les jugements, d'ouvrir son cœur. C'est beaucoup plus simple que de fermer. Sembra gigante, ma è talmente più semplice di non giudicare più e di aprire il cuore e di esprimere i sentimenti. Vous comprenez? C'est beaucoup plus facile. Les gens se compliquent l'existence. Capite? È molto più semplice. La gente si complica molto l'esistenza. Voilà ce que je voulais rajouter. E ecco ciò che volevo aggiungere. Et bon, et c'est un sujet, il y a de quoi dire. Hein? È un argomento su quale c'è molto da dire. Alors, voyons.